Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page Bibliothèques sans frontières, la page Facebook de Bibliothèques sans frontières. Nous revoilà pour une nouvelle édition de la conf de BSF avec aujourd'hui Raphaël Chevrier, que nous avons la chance de recevoir et qui va nous parler des découvertes scientifiques faites par hasard, de la sérendipité. Comme la semaine dernière, vous nous retrouverez cette semaine tous les mardis et jeudis soirs pour une conférence qui traitera soit d'un sujet qui est au programme du brevet ou du baccalauréat, soit d'un sujet de culture générale, comme c'est le cas ce soir. Mais pour ceux d'entre vous qui font des sciences au collège ou au lycée, vous verrez que ce soir, Raphaël va nous parler de choses qui vous seront familières, avec sans doute un regard un petit peu différent de celui que vous avez d'habitude en cours de SVT ou en cours de physique-chimie. Et c'est ce qui fera le charme de la conférence de ce soir. Merci beaucoup, Raphaël, d'être avec nous. Merci, Michel. Raphaël, Effectivement, je vais vous parler, donc je peux y aller, je vais vous parler de sérendipité, donc un terme qui est quand même assez méconnu des francophones, mais relativement bien connu des anglophones, pour la simple bonne raison que ce terme est né en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle, et il a intégré les dictionnaires français uniquement dans les années 2010. Alors, sa définition, elle est quand même très très simple. Il s'agit de la capacité de faire des découvertes, des déductions par rapport à des faits, à des événements qui sont totalement imprévus. C'est-à-dire faire des découvertes par accident, par hasard, par un concours de circonstances et transformer donc quelque chose d'imprévu en chance. Et ça, évidemment, j'ai envie de dire assez naturellement, l'histoire des sciences, elle a été jalonnée de ce type de découvertes qui ont été faites de manière imprévue. Et dans l'ouvrage que j'ai rédigé, qui s'appelle Ça alors, l'histoire de ces découvertes que l'on n'attendait pas, je me suis intéressé à 14 exemples de ces histoires de découvertes scientifiques qui ont été faites par hasard. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous en raconter 3, dont 2 qui collent particulièrement à cette actualité assez dramatique que l'on est en train de vivre, à savoir la découverte des bactéries, mais surtout la découverte du principe de vaccination. Et puis ensuite, pour coller un petit peu à l'actualité du baccalauréat, je vais aussi raconter, si j'en ai le temps, la découverte de la radioactivité. Alors, la découverte des bactéries, ça nous situe aux alentours du XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, donc très exactement en 1674. On a affaire à Anthony van Leeuwenhoek, je ne suis même pas sûr de bien prononcer son nom, qui est un néerlandais très très atypique, très curieux, personnalité vraiment hors du commun, et qui lui, donc c'est un modeste employé municipal qui n'a aucune formation scientifique. C'est d'ailleurs un autodidacte complet, il est quasi analphabète, il a quasiment jamais fait d'études académiques, et il parle, alors pour l'époque, il ne parle ni latin ni l'anglais, ce qui est une parfaite hérésie pour le milieu scientifique. Par contre, il a aussi de très grandes qualités, c'est un vrai débrouillard et surtout il est doté d'une passion qui n'a absolument aucune limite. Alors pendant son temps libre, le temps libre comme celui que l'on a aujourd'hui en temps de confinement, eh bien il confectionne des microscopes qui, grâce à son expérience, finalement dépassent d'assez loin la performance des microscopes de ses collègues qui sont, eux, des scientifiques professionnels. Et grâce à ces microscopes, il va faire appel à sa curiosité pour passer tout un tas de choses du monde vivant sous la lentille de ces microscopes. Alors, j'avais listé une série d'échantillons qu'il a passé sous l'aide de ce microscope qui est absolument phénoménal, du sang, des têtards, des pieds de grenouille, des nageoires d'anguille, des ailes de chauve-souris, des poils d'ours, des écailles de poisson, des moucherons, des puces, des poux, et la liste n'est même pas exhaustive. Mais il est aussi obnubilé par quelques idées fixes. Et notamment, il est obnubilé par la question du goût. Qu'est-ce qui fait que la langue est capable de distinguer le salé, le sucré, l'amertume, le piquant, etc. Voilà. Alors, pour ça, il a eu une observation qui l'a mis un peu sur une piste. Il a découvert sur la langue,
en tirant la langue devant le miroir, il a découvert des espèces de petites globules, lui ce qu'il appelle des globules, et qui en fait sont les papilles gustatives. Et un jour où il était malade, il a tiré la langue devant ce miroir, et il a vu une sorte de manteau de fourrure, il avait la langue blanche, tout simplement, il a vu une sorte de manteau de fourrure, et il s'est dit, tiens, ce manteau de fourrure interfère avec les globules, et c'est pour ça que, alors qu'il était malade, je perds la sensation du goût. Bon, il n'a pas complètement tort, mais il n'a pas non plus complètement raison. Sauf que cette intuition va le mener vers l'une des plus grandes découvertes scientifiques de l'histoire des sciences. En effet, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il a une autre idée fixe, c'est de savoir pourquoi les Néerlandais sont particulièrement friands du hareng cru plutôt que du hareng cuit. Et là, il a l'intuition que ça se joue au niveau du sel et de la cuisson du sel. Notamment, il distingue que, à travers son microscope, quand il dilue du sel dans de l'eau à température ambiante, ces cristaux-là prennent une forme carrée. Et il en déduit que le hareng cru, qui incorpore du sel à température ambiante, est plutôt agréable à manger, puisque cette forme carrée est plutôt agréable et n'interfère pas trop sur les globules de la langue. En revanche, il a l'impression que lorsqu'il cuit le sel dans de l'eau bouillante, eh bien, le sel prend des formes de tuyaux fins qui, selon lui encore, auraient pour effet de piquer les petits globules de la langue, et c'est pour ça que les Néerlandais, tout simplement, avec sa logique implacable, n'aimeraient pas le hareng cuit. Alors, cette anecdote peut sembler un peu dérisoire, mais en fait, c'est vraiment elle qui va aussi le mener sur le chemin de sa découverte, puisqu'il se pose une autre question, dans la parfaite lignée de ce que je viens d'énoncer. Pourquoi le poivre pique sur la langue? Alors lui, donc, pour essayer de vérifier cette intuition, il décide de diluer dans de l'eau du poivre entier, histoire d'en atténuer un petit peu les effets et de bien pouvoir l'observer sous l'œil de son microscope. Donc il le dilue pendant à peu près 3 semaines. Et il a l'intuition qu'il va découvrir des petites aiguilles qui vont piquer sur les globules et qui seront responsables de cet effet de chaleur, finalement, que l'on peut ressentir quand on mange du poivre sur la langue. Et quand il va, donc au bout de 3 semaines de macération du poivre, il va essayer d'observer ce qu'il a donc, sous l'œil de son microscope, et il va découvrir un monde complètement imprévu, un monde fait, je le cite, de petits animaux qui sont en mouvement permanent. C'est quelque chose, c'est vraiment un monde microscopique qu'il vient de mettre en lumière, un monde microscopique invisible à l'œil nu et qui l'émerveille complètement. Il est complètement obnubilé et fasciné par ces petits animaux. Alors ensuite, il va poursuivre ses expériences en observant plusieurs échantillons d'eau, du lac, d'une flaque d'eau, de l'eau de pluie, etc. Et il va à chaque fois découvrir ce monde fabuleux, microscopique des bactéries. Alors, la sphère scientifique à l'époque, comme il est incapable de communiquer en latin ou en anglais, la sphère scientifique le prend vraiment pour un espèce de chanceux qui fait ses petites découvertes en dilettante et qui est clairement pas motivé par cette méthode scientifique qui les caractérise, eux. Donc il est vraiment relativement snobé à l'époque. Il faut attendre plusieurs années, voire des dizaines d'années, voire des siècles, pour que véritablement ces découvertes soient prises au sérieux. Et aujourd'hui, on le mentionne dans tous les livres introductifs de la biologie. Et on découvrira donc un peu plus tard que les bactéries, elles sont vraiment absolument partout. Il y en a 10 fois plus de bactéries dans le corps humain qu'il n'y a de cellules qui composent le corps humain. Il y en a 1000 milliards dans la peau, il y en a 10 000 milliards dans la bouche, 100 000 milliards dans l'intestin, etc. Les bactéries sont absolument partout. Certaines sont bénéfiques pour la santé, et puis certaines véhiculent des maladies telles que le choléra, la syphilis, la peste ou encore la tuberculose. Alors j'en ai fini pour les bactéries, et je vais faire un petit bond d'un siècle pour nous amener
à la fin du XVIIIe siècle, en 1796 très exactement, à un moment où un autre type de micro-organismes, les virus, font beaucoup de ravages au sein de l'humanité, et notamment le virus de la variole. La variole, c'est une des maladies qui a été contre laquelle l'humanité s'est battue le plus longtemps et qui a provoqué le plus de morts. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est vraiment la maladie contre la plus sérieuse des maladies transmissibles que l'homme a eu à affronter de son histoire. C'est devenu très rapidement une pandémie présente. Donc les cas étaient présents sur tous les continents. Ça a décimé pendant très longtemps les populations en Europe. Il y avait au courant du XVIIIe siècle environ 300 000 morts par an dus en moyenne en Europe, dus à la variole, et qui dans le meilleur des cas laissaient les victimes avec des visages grêlés de profondes cicatrices quand ils avaient la chance de s'en sortir. Et là, un jeune médecin de campagne qui s'appelle Édouard Jenner, qui habitait donc en Angleterre, s'intéresse pas forcément à la variole, mais comme tous les autres médecins, il voit défiler dans son cabinet des patients victimes de cette terrible maladie et il ne peut pas faire grand-chose. À vrai dire, à l'époque, les médecins ne savaient pas vraiment quoi faire de cette maladie. Bien certains qui ont tenté de délivrer des conseils qui peuvent nous paraître aujourd'hui très farfelus. Par exemple, ouvrir les fenêtres en grand, se mettre torse nu et puis ingérer aussi, ça c'est quand même assez drôle, une douzaine de petites bières toutes les 24 heures, histoire de tuer la maladie. Bon, évidemment, ça n'a jamais marché. Par contre, on ne sait pas exactement quand Édouard Jenner s'est intéressé à cette maladie, mais ce qui est certain, c'est qu'il a vu défiler dans son cabinet des patientes qui étaient jamais victimes de cette maladie qui était la variole. Et ces patientes, c'était des vachères qui étaient chargées de la traite des vaches. En revanche, toutes ces patientes avaient contracté une autre maladie qui s'appelait la vaccine, qui était une maladie beaucoup plus inoffensive, qui provoquait des espèces d'éruptions cutanées, mais qui s'en allaient très très rapidement, qui était relativement bénigne et qui était véhiculée donc aux vachères par l'intermédiaire des bovidés qu'elles manipulaient, notamment à travers les pies des vaches. Alors, bon, on ne sait pas encore une fois combien de temps ça a pris à ce jeune médecin de faire le lien entre la vaccine et la variole, mais à un moment donné, il a eu l'idée d'émettre cette hypothèse à l'époque un peu folle, c'est que la vaccine et la variole étaient des maladies relativement proches, l'une très grave, l'autre relativement bénigne, et qu'une seule personne ne pouvait pas contracter et l'une et l'autre, mais seulement une ou l'autre. Et d'ailleurs, cette idée, elle a germé au fil du temps, et il existait même des dictons à l'époque, où des fermiers lui disaient, des patients à lui disaient, écoutez, si jamais, il y a un dicton qui disait, si tu ne veux jamais avoir la variole, eh bien, marie une laitière. Voilà. Ou alors, les laitières qui lui disaient, non mais attendez, monsieur, c'était des croyances populaires à l'époque. Monsieur, moi, je suis au contact des vaches, donc je n'aurai jamais la variole. Eh bien, pour essayer de tester son intuition, Édouard Jenner décide d'inoculer volontairement à un patient sain, c'est-à-dire un petit enfant de 8 ans, la vaccine, de voir ce que ça fait. Donc il l'a fait. Il a inoculé volontairement cette maladie qu'il espérait bénigne. Au bout de quelques jours, le petit garçon a développé une petite fièvre qui s'est rapidement résorbée. Et au bout de quelques jours, il était guéri et comme Édouard Jenner l'avait prévu, la vaccine s'est révélée relativement inoffensive pour lui. Un mois et demi après, il décide cette fois-ci de lui inoculer volontairement le virus de la variole, beaucoup plus dangereux.
C'est quand même quelque chose d'assez courageux, surtout pour le petit garçon, de tenter ce type d'expérience qui est quand même relativement dangereuse. Et bien, comme Édouard Jenner l'avait prévu, le garçon ne développe dans les 2 ans qui suivent aucun des symptômes de la variole. Alors, voilà, le principe de la vaccination est né grâce à l'inoculation volontaire de la vaccine puis de la variole sur un petit garçon de 8 ans à la fin du XVIIIe siècle. Ça, malgré les résultats flagrants, probants de cette nouvelle technique de prévention de la maladie, le corps médical ne l'entend pas tout à fait cette oreille. Et notamment, il y a pas mal de docteurs qui sont relativement inquiets à l'idée de s'injecter volontairement quelque chose qui vient de l'animal dans le corps humain. C'est pas très rationnel, mais ce sont des peurs qui, à l'époque, étaient relativement légitimes. Et même les patients d'Édouard Jenner, à qui il proposait le principe de vaccination pour les protéger de la variole, eux-mêmes avaient peur, selon lui, que des cornes de vache leur poussent sur la tête si jamais on leur injectait la vaccine qui provenait donc des bovidés. Voilà, donc comment aujourd'hui, grâce à ce médecin de campagne qui a fait confiance à des contes populaires, à des croyances qu'on croyait aujourd'hui à l'époque populaire, comment il a fait confiance à ce bon sens paysan pour mettre au point quelque chose qui a permis d'éradiquer beaucoup de maladies dans le monde, et notamment la variole, elle, a été déclarée par l'OMS éradiquée en 1980, après des campagnes massives de prévention par la vaccination. Bon, et puis je vais finir par la découverte de la radioactivité, ce phénomène invisible qui provient de la transformation spontanée d'un noyau. Les noyaux, ce sont les choses qui composent la matière qui nous entoure, un noyau relativement lourd. Cette transformation spontanée en un noyau plus léger et qui s'accompagne par l'émission d'une particule et d'un rayonnement relativement énergétique, donc un dégagement intense d'énergie. Mais à l'époque, on ne savait pas tout ça. Donc là, on va faire un bond encore en avant. On va être donc au début, à la fin du 19e siècle, en 1896, on vient de découvrir, et notamment William Röntgen vient de découvrir l'existence des rayons X. Les rayons X, c'est un mystérieux, à l'époque, mystérieux rayonnement qui permettait de traverser le corps humain sans avoir à le charcuter, traverser le corps humain, s'arrêter sur les os et permettait donc de visualiser l'intérieur du corps humain sans avoir à pénétrer à l'intérieur, notamment à travers la radiographie. On vient de découvrir les rayons X et un physicien français qui s'appelle Henri Becquerel, lui, a une petite idée, c'est un spécialiste du phénomène de phosphorescence. Alors, il s'est rendu compte, c'est une passion qui lui vient de sa famille, puisque son père, son grand-père et son arrière-grand-père étudiaient eux-mêmes les phénomènes de phosphorescence. Il a l'intuition que ce phénomène qui consiste, pour un matériau, à recevoir de la lumière et puis ensuite à en réémettre de manière spontanée et dans la durée, il a l'impression que ce phénomène-là pourrait s'accompagner de l'émission de ces mystérieux rayons X. Alors, pour mettre, là encore une fois, en pratique son intuition, il décide de placer des sels d'uranium qu'il a dans sa collection personnelle, sur une plaque photographique, des sels d'uranium qu'il va exposer à la lumière du soleil. Et donc, il s'attend à ce que, en l'exposant à la lumière du soleil, ces uraniums déclenchent leurs propriétés phosphorescentes, mais aussi, par là même, émettent ces fameux rayons X. Des rayons X qui ensuite imprimeront la plaque photographique qu'il a positionnée en dessous de sa lamelle, de son échantillon. Alors, il fait l'expérience plusieurs fois et ça marche parfaitement, c'est-à-dire qu'il l'expose à la lumière du soleil
Et il découvre que, ensuite en développant sa plaque photographique, que ça a parfaitement imprimé. Il a l'impression que les rayons X sont vraiment venus taper sur la plaque photographique, et donc qu'il a validé pour lui son expérience. Sauf qu'un jour, et là on est à la fin de l'hiver, on est à la fin du mois de février, le soleil se fait assez rare, et pendant plusieurs jours d'affilée, à vrai dire, le soleil ne pointe pas son bout de son nez. Il est caché par d'épais nuages. Lui, Henri Becquerel, il a déjà préparé son expérience, sauf qu'il ne peut pas l'exposer à la lumière du soleil. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le range dans un tiroir et puis il attend quelques jours, sauf que le soleil ne se montre toujours pas. Et donc, par ennui, par mesure de précaution, par curiosité, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il développe malgré tout la plaque photographique qu'il avait positionnée sous ces échantillons de sel d'uranium. Et là, il s'attend évidemment à ce que la plaque photographique reste blanche, puisque, a priori, le phénomène de phosphorescence ne s'est pas déclenché en l'absence de lumière du soleil, et surtout, les rayons X n'ont pas été émis. Et là, à sa très très grande surprise, il découvre que la plaque non seulement a été imprimée, mais elle a été imprimée d'une intensité telle qu'il n'avait jamais vu ça auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sels d'uranium, sans les avoir exposés au soleil, émettent quelque chose, qui ne peuvent pas être des rayons X. Ils émettent quelque chose avec une puissance absolument inouïe et de façon totalement spontanée, sans l'apport d'énergie extérieure. En fait, il ne le sait pas encore, mais il vient de découvrir le phénomène de la radioactivité. Il faut attendre ensuite, parce que Henri Becquerel, bon, il n'a pas très bien compris à quoi il avait affaire à ce moment-là, et du coup, il se délaisse un peu de ce sujet. Mais il faut attendre des personnes un peu plus célèbres pour les grands publics, c'est-à-dire Pierre et Marie Curie, qui, à leur tour, s'intéresseront à ce phénomène avec les résultats que l'on connaît. Et aujourd'hui, on sait donc que ce phénomène de radioactivité, et notamment venu de ces sels d'uranium, correspond à la transformation de l'uranium en des noyaux un peu plus légers, un peu plus stables, et qui s'accompagnent de l'émission d'une quantité assez phénoménale d'énergie via des particules et des rayonnements. Et c'est comme ça, donc, effectivement, que la radioactivité a été découverte. Alors, je pense que là, je suis déjà un petit peu en retard, donc je vais en venir à ma conclusion personnelle. La façon dont, quand j'ai écrit ces histoires, au-delà de l'aspect scientifique, je pense que ce que j'en ai retenu, c'est vraiment le caractère un petit peu atypique des protagonistes de ces découvertes. Ce ne sont pas des gens qui ont des parcours très linéaires, ce sont des gens qui, peut-être, de par leur expérience, ont réussi et appris à questionner des choses qui étaient imprévues et à sortir hors du cadre théorique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est non seulement assez intéressant de se souvenir, mais aussi d'intégrer dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'université, pendant nos cours, pendant notre vie de tous les jours, et puis aussi dans les entreprises, dans un monde qui change en permanence, de savoir écouter des gens qui n'ont pas forcément un discours très mainstream, et surtout de savoir réagir face à des événements assez imprévus. Voilà, donc maintenant je suis très ouvert à vos questions si vous en avez. Merci énormément, Raphaël. C'était passionnant, extrêmement vivant. Merci. Raphaël est docteur en physique. Il travaille pour Ariane Espace et c'est aussi un chroniqueur pour la presse scientifique. Pour ceux qui souhaitent retrouver les histoires que Raphaël vient de nous raconter et beaucoup d'autres encore, il a publié cet ouvrage qui s'appelle Ça alors, où vous retrouverez justement ces histoires-là, ces 3 histoires et bien d'autres encore. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. C'est l'occasion de pouvoir interagir en direct avec Raphaël. Vraiment, merci pour ta présentation, Raphaël. J'ai une petite question pour toi. Dis-moi plutôt de curiosité. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à t'intéresser à ces questions de découvertes faites par hasard,
Toi qui as eu un parcours scientifique, qui a fait des études extrêmement rigoureuses en physique, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir ces histoires d'hommes et de femmes qui sont derrière les découvertes? Alors d'abord, moi, la sérendipité, c'est un terme que j'ai découvert assez récemment, et donc qui m'a un peu interpellé. Et puis, de manière générale, j'ai toujours été un petit peu fasciné. Ayant eu, comme tu l'as rappelé, un petit parcours académique, et puis ensuite j'ai intégré le monde de l'entreprise, intéressé par plusieurs questions différentes. La première, c'est quelles sont les conditions pour faire de grandes découvertes? Est-ce que ça peut être accessible à n'importe qui? Et surtout, c'était un peu ce que j'ai essayé d'exprimer dans la conclusion, qu'est-ce qui fait, et j'ai essayé de sonder un petit peu l'état d'esprit de ces gens, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, et pas d'autres, ont réussi à saisir ces événements imprévus et à les retourner à leur avantage. Parce que la sérendipité, par définition, elle est présente absolument partout et elle est accessible à tout le monde, puisque ce sont des événements, a priori, qu'on n'avait pas cherché. Et puis surtout, il y avait une autre question qui donne encore un peu plus le tournis, enfin en tout cas à titre personnel, c'est est-ce que finalement le monde était destiné à en arriver à ce degré de technologique et de connaissance, tel qu'on le connaît actuellement, ou est-ce qu'il aurait pu prendre au gré de hasard ou de chance des directions complètement différentes? Donc c'est ça que j'ai essayé un petit peu d'explorer aussi dans ce livre. Merci beaucoup. Et justement, en parlant de l'arrivée des technologies, la façon dont on fait de la recherche maintenant a quand même beaucoup changé. D'un œil novice, on peut avoir l'impression que cette sérendipité, elle est peut-être moins évidente aujourd'hui, que la recherche fait de grandes équipes, de grands laboratoires. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour des découvertes par hasard? Est-ce que tu as des exemples un peu récents de ce type de sérendipité? Alors, pour répondre à cette question, je pense que la place du hasard dépend peut-être du domaine scientifique dans lequel on évolue. Moi, j'ai évolué dans la physique nucléaire où on connaissait quand même beaucoup de choses et où il y a un cadre théorique quand même assez solide. Et donc, par définition, honnêtement, je n'espérais pas faire une énorme découverte par hasard par mes expériences en physique nucléaire, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Alors évidemment, aujourd'hui, dans ces domaines qui sont des domaines relativement matures, on avance petit pas par petit pas et on fait évidemment progresser la science, mais pas avec des mondes géants que je peux décrire dans ces livres. Par contre, il y a d'autres domaines de la recherche qui sont assez nouveaux. Et j'aime bien citer notamment les neurosciences. J'ai d'ailleurs des amis qui font de la recherche dans ce domaine-là. Et c'est vrai que le cerveau reste encore une boîte noire qu'on ne connaît encore pas très bien. Et j'ai la faiblesse de penser que effectivement, dans ce domaine, dans ce type de domaine de recherche, la place de l'imprévu est beaucoup plus importante et on peut faire des découvertes qui changeraient assez drastiquement la vision que les chercheurs peuvent avoir de leur propre domaine. Et effectivement, oui. Je t'en prie, vas-y. Non, mais donc effectivement, aujourd'hui, enfin, je pense que ce sont des bonnes leçons aussi à retenir quand on regarde, de toute façon, quand on regarde l'histoire et ce qui s'est fait dans des périodes passées, c'est toujours riche d'enseignements pour la façon dont on organise sa vie actuelle. Et notamment, c'est vrai qu'aujourd'hui, les chercheurs sont de plus en plus occupés à justifier leurs travaux, après à décrire très précisément quelles seront leurs expériences. C'est une condition totalement nécessaire pour eux pour avoir des financements. Et donc, parfois, il faut presque deviner le résultat en avance pour pouvoir convaincre ceux qui vont vous accorder de l'argent. Et on voit que même si, évidemment, c'est important d'avoir une méthode et de savoir comment utiliser de manière
mesurer et censer cet argent, et surtout de manière méthodique, il faut, et je pense que c'est important, de se laisser les conditions d'être surpris. Merci beaucoup, Raphaël. N'hésitez surtout pas à poser vos questions à Raphaël. Nous les prenons bien sûr en direct et je ne manquerai pas de les relayer. Raphaël, moi j'ai été assez frappée, notamment quand tu parlais de la découverte du vaccin, du parallèle qu'on peut voir presque de l'opposition entre ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la croyance populaire ou de la sagesse populaire et ce qui serait de l'expérimentation scientifique. Est-ce que tu penses vraiment que les deux s'opposent tant que ça ou j'ai l'impression que c'est aussi des individus qui ont été capables de voir des analogies là où d'autres n'en voyaient pas forcément. Oui, mais je pense que, alors, j'ai pas d'autres exemples concrets, et en tout cas plus modernes, qui allient les ressentis du plus grand nombre avec donc des découvertes et des expérimentations plus scientifiques. Mais effectivement, cet exemple-là nous montre bien que, encore une fois, les chercheurs doivent rester ouverts, surtout rester ouverts à des choses qui ne rentrent pas dans leur cadre théorique. Et c'est vraiment ce que nous montrent toutes ces histoires, c'est vraiment cette capacité à sortir d'un cadre. Et on le voit d'ailleurs à travers les réactions des scientifiques de l'époque. Ça, c'est un exemple, mais j'en ai un autre qui me vient en tête. C'est l'exemple de la découverte des premiers ossements issus de l'homme de Néandertal. C'était à une époque où la sphère scientifique était très empreinte de croyances religieuses, pour le coup, et pour lesquelles il était absolument impensable de considérer qu'une espèce d'homme distincte de l'homme moderne ait pu exister en étant plus ancien. Et là aussi, c'était un professeur de lycée qui a découvert ça et qui, lui, s'est posé la question, a compris qu'il n'avait pas affaire à des ossements issus d'un ours des cavernes, comme certains pensaient. Par contre, donc lui, il avait bien identifié le fait qu'il avait affaire à une espèce humaine distincte de l'homme moderne, mais malgré tout très proche de l'humain. Et ça, il s'est confronté à une opposition scientifique qui était absolument démentielle à l'époque et qui n'a pas du tout été avare d'imagination pour essayer de trouver une explication à cette découverte étonnante. Ils ont expliqué que l'homme était petit, rachitique, et puis avait les jambes arquées, parce qu'il avait par exemple monté un cheval toute sa vie, ou alors qu'il avait l'arcade sourcilière extrêmement prononcée, ça faisait quasiment, vous savez, une sorte de monosourcil, parce qu'il avait souffert d'une maladie très douloureuse et qu'il avait froncé les sourcils pendant toute sa vie. Voilà, et donc ça peut nous faire rire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose que des savants très sérieux soutenaient très fortement. Alors maintenant, je n'ai pas envie non plus de donner, de véhiculer le message selon lequel il ne faudrait pas évidemment faire confiance au consensus scientifique. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, parce qu'aujourd'hui, on a un problème, j'ai envie de dire un problème inverse, c'est que chacun, avec les réseaux sociaux, est invité à donner son avis sur tel ou tel sujet scientifique. On le voit malheureusement aussi aujourd'hui. Et on a de plus en plus de mal à faire confiance à une sorte de ce qu'on considère une élite scientifique qui nous donnerait matière à penser. Alors qu'aujourd'hui, pour essayer de naviguer dans ce flot d'informations continues qu'on a sur Internet, je pense qu'il est quand même malgré tout très très important. Et c'est d'ailleurs, sans en dire beaucoup plus, l'objet du deuxième livre que je suis en train d'écrire. C'est quand même très très important de savoir, de s'appuyer sur des sources rigoureuses, et notamment donc avant tout des sources scientifiques, pour essayer de lire l'actualité qui peut paraître très difficile à appréhender aujourd'hui. Effectivement, et puis un vrai effort de certains chercheurs scientifiques pour justement s'adresser au grand public et essayer de rendre des messages complexes les plus appréhendables possibles
Mais malheureusement, c'est vrai qu'on est dans une période où on a tendance à critiquer cette information. Exactement. Dis-moi, j'ai une question d'une personne qui nous regarde, Stéphane, qui nous demande est-ce que vous considérez la physique quantique comme un domaine de découverte importante via cette méthode? Alors, j'imagine qu'il parle de la sérendipité. Alors, j'ai pas entendu. Alors, je recommence. C'est Stéphane qui nous demande si tu considères la physique quantique comme un domaine de découverte importante où le hasard a un rôle à jouer. Alors, je ne connais pas précisément les circonstances de la découverte de la physique quantique, mais je sais effectivement, là je pense que cet internaute parle des ordinateurs quantiques, parce que le principe de la physique quantique, je ne pense pas qu'elle ait été découverte par hasard. En revanche, le principe des ordinateurs quantiques, qui est basé sur cette physique, lui a été fait par hasard. Je ne connais pas, je ne me souviens pas précisément des circonstances, mais je crois effectivement que c'est un bon exemple de découverte faite par hasard, et d'une découverte relativement récente, et sur laquelle il y a encore beaucoup de choses à découvrir, puisque les communications quantiques ou les calculs quantiques, donc ces ordinateurs, il reste encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir les rendre fonctionnels et qu'on puisse aujourd'hui les utiliser. Merci Raphaël. Alors je sais qu'il y a une autre découverte scientifique relativement récente que j'avais vue passer assez récemment, c'était la découverte d'une bactérie mangeuse de plastique qui avait aussi été découverte par une équipe japonaise, tout à fait par hasard, qui, eux, je crois, étudiaient des choses complètement différentes. Et puis il y a aussi une autre découverte qui, elle, va révolutionner, enfin, est en train de révolutionner le monde de la biologie et notamment de la génétique, c'est la méthode CRISPR-Cas9, qui a elle aussi été faite par hasard. C'est une sorte d'outil d'édition du génome extrêmement rapide et très très peu coûteuse, donc qui permet de modifier notre patrimoine génétique de manière très très efficace. Et ce fonctionnement-là, il a été à la base découvert quand on étudiait une bactérie, le rôle d'une bactérie dans la fermentation des yaourts. Et on s'est rendu compte que cette bactérie avait en son sein un mécanisme qui permettait de se protéger elle-même des virus. Et c'est sur la base de ce mécanisme-là que des chercheurs, deux femmes, une française et une canadienne, ont découvert le principe de CRISPR-Cas9. Génial. Merci beaucoup pour cet exemple, Raphaël. Et dis-moi, est-ce que toi, tu as parmi toutes les histoires que tu as pu recenser dans ton ouvrage, est-ce qu'il y a une histoire de sérendipité qui est ta favorite parmi toutes ces anecdotes? Oui, alors évidemment, je l'ai raconté. Donc j'en ai quelques-unes. L'histoire de Antonin van Leeuwenhoek pour la découverte des bactéries me fascine complètement, puisque c'est vraiment un personnage complètement atypique qui a découvert tout un monde invisible en suivant des idées, des intuitions complètement saugrenues. C'est vraiment, pour moi, un exemple de curiosité scientifique qui est absolument phénoménale. Donc j'aime beaucoup cette histoire, et puis j'aime beaucoup aussi l'histoire de la découverte des premiers ossements de l'homme de Néandertal, pour justement cette dimension, la façon dont un professeur de lycée s'est battu contre finalement des autorités religieuses pour qui il était encore une fois inconcevable de faire une telle découverte. Et avec des exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure, mais qui sont complètement visibles. La façon dont cette autorité scientifique et religieuse a regorgé d'imagination pour trouver une explication complètement absurde de cette découverte est pour moi un exemple parfait de ce que ces scientifiques ont dû affronter pendant ces événements. Merci. J'ai une autre question de Stéphane qui nous regarde, qui demande y a-t-il des faits scientifiques considérés comme acquis aujourd'hui et qui feront rire tout le monde dans un siècle? Pas évident, j'imagine, à prédire. Par définition, je suis incapable de répondre. Puisque c'est sûr qu'il en existait, je veux dire.
enfin, si on regarde, je pense qu'il y a des croyances aujourd'hui scientifiques, médicales, qui vont peut-être nous paraître absurdes dans des décennies, voire des siècles. Je reprends l'exemple de la radioactivité. Dans les années 30, donc c'est-à-dire quand même 30 ans après la découverte, plus de 30 ans après la découverte de ce phénomène-là, on avait toute une industrie qui s'est précipitée sur ce dégagement d'énergie pour vanter les mérites énergétiques de la radioactivité et qui vendait tout un tas de produits, des dentifrices radioactifs, des crèmes de jour radioactives censées rajeunir le visage, des couches culottes, enfin tout un tas d'âneries absolument démentielles avant qu'on se rende compte des dangers de la radioactivité et avant qu'on interdise purement et simplement donc ce type de produit. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on a quand même, à la différence de cette époque, une approche beaucoup plus motivée par le principe de précaution, qui quand même nous permet de ne pas faire n'importe quoi. Et donc, évidemment, on peut avoir quelques surprises sanitaires à contre-coup, mais globalement, je pense que la science est organisée d'une telle façon qu'aujourd'hui, on ne peut quand même pas faire n'importe quoi avec n'importe quelle découverte récente. Merci énormément, Raphaël. Peut-être une dernière question pour clore cette conférence extrêmement intéressante. Pour les plus jeunes qui nous regardent, adolescents, adolescentes, ou pour les adultes qui ont envie d'une reconversion, parfois, tu sais, il y a une désaffection des sciences. On se dit que c'est pas facile d'y entrer parce qu'il faut être très fort en maths. Enfin, il y a un certain nombre de stéréotypes, de clichés qu'on a en tête. Toi qui es scientifique et qui as l'amour de l'histoire de la science, qu'est-ce que tu pourrais donner comme mot d'encouragement aux personnes que la curiosité pique sur le sujet? Le premier mot d'encouragement, c'est que moi j'ai fait une thèse en physique et j'étais pas particulièrement bon en maths quand j'étais plus jeune. Donc ça, c'est déjà une première réponse. Ni au physique d'ailleurs. En fait, c'est vraiment l'intérêt pour cette matière qui a motivé mon parcours. Et c'est arrivé d'ailleurs assez tard, je dirais même. C'était en révisant le bac. Et je dis pas ça parce que je m'adresse à des jeunes qui préparent le bac. C'est en révisant le bac avec les annales que je me suis rendu compte que d'abord j'arrivais à faire de la physique et puis que j'aimais ça. Et vraiment, c'est très tardivement que j'ai décidé, après le bac, de poursuivre des études de physique. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et puis de toute façon, de manière générale, je pense qu'il ne faut pas vraiment... il faut savoir ce qui nous plaît, il faut savoir où est-ce qu'on a des capacités particulières, mais de manière générale, dans sa vie, c'est pas au moment du bac qu'on choisit toute sa carrière. Et surtout, il faut vraiment se laisser, encore une fois, la place pour dévier du chemin. Parfois, on a des idées. Moi, je pensais pas du tout un jour arriver chez Ariane Espace. Et pourtant, j'y suis aujourd'hui et j'en suis extrêmement heureux. Et voilà, il faut se laisser la place à l'imprévu et puis se permettre de parfois dévier du chemin. Et ça nous permet, là, cet état d'esprit nous permet de saisir aussi les opportunités parce que une carrière, c'est pas simplement des choses qu'on a décidées 20 ans en avance, c'est aussi des opportunités qui s'ouvrent à nous. Merci beaucoup, c'est une belle conclusion avec presque une mise en abîme, puisque tu parles finalement de sérendipité dans la vie, du rôle du hasard aussi dans les choix qu'on peut faire, les rencontres. Merci énormément, Raphaël, d'avoir été avec nous, c'était passionnant. J'espère qu'on te retrouvera lors de nouvelles conférences, sans faire trop de teasing. Je pense qu'on aura l'occasion de retrouver Raphaël. Merci vraiment beaucoup. Et merci merci énormément à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Vous nous retrouverez dès demain matin à 10h10 avec un nouveau rendez-vous du live 10 sur 10 de BSF. Ça portera sur la question des fake news et de la dissémination de rumeurs, d'informations un peu véridiques, notamment en cette période de crise sanitaire, sujet qu'on a un petit peu abordé avec Raphaël aussi. Et vous nous retrouverez également jeudi pour une autre conférence, cette fois-ci en philosophie.
Merci beaucoup Raphaël, merci à tous. Merci à notre partenaire Facebook aussi d'avoir relayé notre conférence sur la page Ensemble à la maison et au plaisir de vous retrouver très vite. Encore merci Raphaël, à bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous.